Section 11 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. À l'heure dite, Henri fut sur le boulevard, vit la voiture et donna le mot d'ordre à un homme qui lui parut être le mulâtre. En entendant ce mot, l'homme ouvrit la portière et déplia vivement le marchepied. Henri fut si rapidement emporté dans Paris, et ses pensées lui laissèrent si peu la faculté de faire attention aux rues par lesquelles il passait, qu'il ne sut pas où la voiture s'arrêta. Le mulâtre l'introduisit dans une maison où l'escalier se trouvait près de la porte cochère. Cet escalier était sombre, aussi bien que le palier sur lequel Henri fut obligé d'attendre pendant le temps que le mulâtre mit à ouvrir la porte de l'appartement humide, nauséabond, sans lumière, et dont les pièces, à peine éclairées par la bougie que son guide trouva dans l'antichambre, lui parurent vides et mal meublées, comme le sont celles d'une maison dont les habitants sont en voyage. Il reconnut la sensation que lui procurait la lecture d'un de ces romans d'Anne Radcliffe, où le héros traverse les salles froides, sombres, inhabitées de quelques lieux tristes et déserts. Enfin le mulâtre ouvrit la porte d'un salon. L'état des vieux meubles et des draperies passées dont cette pièce était ornée la faisait ressembler au salon d'un mauvais lieu. C'était la même prétention à l'élégance et le même assemblage de choses de mauvais goût, de poussière et de crasse. Sur un canapé couvert en velours d'Utrecht rouge, au coin d'une cheminée qui fumait et dont le feu était enterré dans les cendres, se tenait une vieille femme assez mal vêtue, coiffée d'un de ces turbans que savent inventer les femmes anglaises quand elles arrivent à un certain âge, et qui aurait infiniment de succès en Chine, où le beau idéal des artistes est la monstruosité. Ce salon, cette vieille femme, ce foyer froid, tout eût glacé l'amour si Paquita n'avait pas été là, sur une causeuse, dans un voluptueux peignoir, libre de jeter ses regards d'or et de flamme, libre de montrer son pied recourbé, libre de ses mouvements lumineux. Cette première entrevue fut ce que sont tous les premiers rendez-vous que se donnent des personnes passionnées qui ont rapidement franchi les distances et qui se désirent ardemment sans néanmoins se connaître. Il est impossible qu'il ne se rencontre pas d'abord quelque discordance dans cette situation, gênante jusqu'au moment où les âmes se sont mises au même ton. Si le désir donne de la hardiesse à l'homme et le dispose à ne rien ménager, sous peine de ne pas être femme, la maîtresse, quelque extrême que soit son amour, est effrayée de se trouver si promptement arrivée au but et face à face avec la nécessité de se donner qui, pour beaucoup de femmes, équivaut à une chute dans un abîme au fond duquel elles ne savent pas ce qu'elles trouveront. La froideur involontaire de cette femme contraste avec sa passion avouée et réagit nécessairement sur l'amant le plus épris. Ces idées qui souvent flottent comme des vapeurs autour des âmes y déterminent donc une sorte de maladie passagère. Dans le doux voyage que deux êtres entreprennent à travers les belles contrées de l'amour, ce moment est comme une lande à traverser, une lande sans bruyère, alternativement humide et chaude, pleine de sables ardents, coupée par des marais et qui mène au riant bocage vêtu de roses où se déploie l'amour et son cortège de plaisir sur des tapis de fine verdure. Souvent, l'homme spirituel se trouve doué d'un rire bête qui lui sert de réponse à tout. Son esprit est comme engourdi sous la glaciale compression de ses désirs. Il ne serait pas impossible que deux êtres également beaux, spirituels et passionnés, parlassent d'abord des lieux communs les plus niais, jusqu'à ce que le hasard, un mot, le tremblement d'un certain regard, la communication d'une étincelle leur ait fait rencontrer l'heureuse transition qui les amène dans le sentier fleuri où l'on ne marche pas, mais où l'on roule sans néanmoins descendre. Cet état de l'âme est toujours en raison de la violence des sentiments. Deux êtres qui s'aiment faiblement n'éprouvent rien de pareil. L'effet de cette crise peut encore se comparer à celui que produit l'ardeur d'un ciel pur. La nature semble au premier aspect couverte d'un voile de gaz, l'azur du firmament paraît noir, l'extrême lumière ressemble aux ténèbres. Chez Henri, comme chez l'Espagnol, il se rencontrait une égale violence,
et cette loi de la statique en vertu de laquelle deux forces identiques s'annulent en se rencontrant pourrait être vraie aussi dans le règne moral. Puis l'embarras de ce moment fut singulièrement augmenté par la présence de la vieille momie. L'amour s'effraie ou s'égaye de tout. Pour lui, tout a un sens, tout lui est présage heureux ou funeste. Cette femme décrépite était là comme un dénouement passible et figurait l'horrible queue de poisson par laquelle les symboliques génies de la Grèce ont terminé les chimères et les sirènes si séduisantes, si décevantes par le corsage, comme le sont toutes les passions au début. Quoiqu'Henri fût non pas un esprit fort, ce mot est toujours une raillerie, mais un homme d'une puissance extraordinaire, un homme aussi grand qu'on peut l'être sans croyance, l'ensemble de toutes ces circonstances le frappa. D'ailleurs, les hommes les plus forts sont naturellement les plus impressionnés et conséquemment les plus superstitieux, si toutefois on peut appeler superstition le préjugé du premier mouvement, qui sans doute est l'aperçu du résultat dans les causes cachées à d'autres yeux mais susceptibles aux leurs. L'Espagnol profitait de ce moment de stupeur pour se laisser aller à l'extase de cette adoration infinie qui saisit le cœur d'une femme quand elle aime véritablement et qu'elle se trouve en présence d'une idole vainement espérée. Ses yeux étaient tout joie, tout bonheur, et il s'en échappait des étincelles. Elle était sous le charme et s'enivrait sans crainte d'une félicité longtemps rêvée. Elle parut alors si merveilleusement belle à Henri que toute cette fantasmagorie de haillons, de vieillesse, de draperies rouges usées, de paillassons verts devant les fauteuils, que le carreau rouge mal frotté, que tout ce luxe infirme et souffrant disparut aussitôt. Le salon s'illumina, il ne vit plus qu'à travers un nuage la terrible harpie, fixe, muette, sur son canapé rouge et dont les yeux jaunes trahissaient les sentiments serviles que le malheur inspire, ou que cause un vice sous l'esclavage duquel on est tombé comme sous un tyran qui vous abrutit sous les flagellations de son despotisme. Ses yeux avaient l'éclat froid de ceux d'un tigre en cage, qui sait son impuissance et se trouve obligé de dévorer ses envies de destruction. Quelle est cette femme? Dit Henri à Paquita. Mais Paquita ne répondit pas. Elle fit signe qu'elle n'entendait pas le français et demanda à Henri s'il parlait anglais. De Marsay répéta sa question en anglais. C'est la seule femme à laquelle je puisse me fier, quoiqu'elle m'ait déjà vendu, dit Paquita tranquillement. Mon cher Adolphe, c'est ma mère, une esclave achetée en Géorgie pour sa rare beauté, mais dont il reste peu de chose aujourd'hui, elle ne parle que sa langue maternelle. L'attitude de cette femme et son envie de deviner, par les mouvements de sa fille et de Henri, ce qui se passait entre eux, furent expliquées soudain au jeune homme que cette explication mit à l'aise. Paquita, lui dit-il, nous ne serons donc pas libres? Jamais, dit-elle d'un air triste. Nous avons même peu de jours à nous. Elle baissa les yeux, regarda sa main et compta de sa main droite sur les doigts de sa main gauche, en montrant ainsi les plus belles mains que Henri eût jamais vues. 1, 2, 3. Elle compta jusqu'à 12. Oui, dit-elle, nous avons 12 jours. Et après? Après? Dit-elle en restant absorbée comme une femme faible devant la hache du bourreau et tuée d'avance par une crainte qui la dépouillait de cette magnifique énergie que la nature semblait ne lui avoir départie que pour agrandir les voluptés et pour convertir en poèmes sans fin les plaisirs les plus grossiers. Après, répéta-t-elle, ses yeux devinrent fixes, elle parut contempler un objet éloigné, menaçant. Je ne sais pas, dit-elle. Cette fille est folle, se dit Henri, qui tomba lui-même en des réflexions étranges. Paquita lui parut occupée de quelque chose qui n'était pas lui, comme une femme également contrainte et par le remords et par la passion. Peut-être avait-elle dans le cœur un autre amour qu'elle oubliait et se rappelait tour à tour. En un moment, Henri fut assailli de 1000 pensées contradictoires. Pour lui, cette fille devint un mystère. Mais en la contemplant avec la savante attention de l'homme blasé, affamé de voluptés nouvelles, comme ce roi d'Orient qui demandait qu'on lui créât un plaisir, soif horrible dont les grandes âmes sont saisies, Henri reconnaissait dans Paquita la plus riche organisation que la nature se fût complu à composer pour l'amour. Le jeu présumé de cette machine
l'âme mise à part, eût effrayé tout autre homme que de Marsay. Mais il fut fasciné par cette riche moisson de plaisirs promis, par cette constante variété dans le bonheur, le rêve de tout homme, et que toute femme aimante ambitionne aussi. Il fut affolé par l'infini rendu palpable et transporté dans les plus excessives jouissances de la créature. Il vit tout cela dans cette fille plus distinctement qu'il ne l'avait encore vue, car elle se laissait complaisamment voir, heureuse d'être admirée. L'admiration de Marsay devint une rage secrète, et il la dévoila tout entière en lançant un regard que comprit l'Espagnol, comme si elle était habituée à en recevoir de semblables. Si tu ne devais pas être à moi seul, je te tuerais, s'écria-t-il. En entendant ce mot, Paquita se voila le visage de ses mains et s'écria naïvement. Sainte Vierge, où me suis-je fourré? Elle se leva, s'alla jeter sur le canapé rouge, se plongea la tête dans les haillons qui couvraient le sein de sa mère, et y pleura. La vieille reçut sa fille sans sortir de son immobilité, sans lui rien témoigner. La mère possédait au plus haut degré cette gravité des peuplades sauvages, cette impassibilité de la statuaire sur laquelle échoue l'observation. Aimait-elle, n'aimait-elle pas sa fille? Nulle réponse. Sous ce masque couvaient tous les sentiments humains, les bons et les mauvais, et l'on pouvait tout attendre de cette créature. Son regard allait lentement des beaux cheveux de sa fille, qui la couvaient comme d'une mantille, à la figure d'Henri qu'elle observait avec une inexprimable curiosité. Elle semblait se demander par quel sortilège il était là, par quel caprice la nature avait fait un homme si séduisant. Ces femmes se moquent de moi, se dit Henri. En ce moment Paquita leva la tête, jeta sur lui un de ces regards qui vont jusqu'à l'âme et la brûlent. Elle lui parut si belle qu'il se jura de posséder ce trésor de beauté. Ma Paquita, sois à moi. Tu veux me tuer? Dit-elle peureuse, palpitante, inquiète, mais ramenée à lui par une force inexplicable. Te tuer, moi, dit-il en souriant. Paquita jeta un cri d'effroi, dit un mot à la vieille, qui prit d'autorité la main de Henri, celle de sa fille, les regarda longtemps, les leur rendit en hochant la tête d'une façon horriblement significative. Sois à moi ce soir, à l'instant, suis-moi, ne me quitte pas, je le veux, Paquita. M'aimes-tu? Viens. En un moment, il lui dit 1000 paroles insensées, avec la rapidité d'un torrent qui bondit entre les rochers et répète le même son sous 1000 formes différentes. C'est la même voix, dit Paquita mélancoliquement sans que de Marsay pût l'entendre. Et la même ardeur, ajouta-t-elle. Eh bien, oui, dit-elle avec un abandon de passion que rien ne saurait exprimer. Oui, mais pas ce soir. Ce soir, Adolphe, j'ai donné trop peu d'opium à la Concha. Elle pourrait se réveiller, je serais perdu. En ce moment, toute la maison me croit endormi dans ma chambre. Dans 2 jours, sois au même endroit. Dis le même mot au même homme. Cet homme est mon père nourricier, Christe mio Mador, et mourrait pour moi dans les tourments sans qu'on lui arrachât une parole contre moi. Adieu, dit-elle en saisissant Henri par le corps et s'entortillant autour de lui comme un serpent. Elle le pressa de tous les côtés à la fois, lui apporta sa tête sous la sienne, lui présenta ses lèvres et prit un baiser qui leur donna de tels vertiges à tous deux que de Marsay crut que la terre s'ouvrait et que Paquita cria va-t'en d'une voix qui annonçait assez combien elle était peu maîtresse d'elle-même. Mais elle le garda tout en lui criant toujours va-t'en et le mena lentement jusqu'à l'escalier. Là, le mulâtre dont les yeux blancs s'allumèrent à la vue de Paquita prit le flambeau des mains de son idole et conduisit Henri jusqu'à la rue. Il laissa le flambeau sous la voûte, ouvrit la portière, remit Henri dans la voiture et le déposa sur le boulevard des Italiens avec une rapidité merveilleuse. Les chevaux semblaient avoir l'enfer dans le corps. Fin de la section 11. Section 12 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Cette scène fut comme un songe pour de Marsay,
mais un de ces songes qui, tout en s'évanouissant, laissent dans l'âme un sentiment de volupté surnaturelle, après laquelle un homme court pendant le reste de sa vie. Un seul baiser avait suffi. Aucun rendez-vous ne s'était passé d'une manière plus décente, ni plus chaste, ni plus froide peut-être, dans un lieu plus horrible par les détails, devant une plus hideuse divinité, car cette mère était restée dans l'imagination de Henri comme quelque chose d'infernal, d'accroupi, de cadavéreux, de vicieux, de sauvagement féroce, que la fantaisie des peintres et des poètes n'avait pas encore deviné. En effet, jamais rendez-vous n'avait plus irrité ses sens, n'avait révélé de volupté plus hardie, n'avait mieux fait jaillir l'amour de son centre pour se répandre comme une atmosphère autour d'un homme. Ce fut quelque chose de sombre, de mystérieux, de doux, de tendre, de contraint et d'expansif, un accouplement de l'horrible et du céleste, du paradis et de l'enfer, qui rendit de Marsay comme ivre. Il ne fut plus lui-même, et il était assez grand cependant pour pouvoir résister aux enivrements du plaisir. Pour bien comprendre sa conduite au dénouement de cette histoire, il est nécessaire d'expliquer comment son âme s'était élargie à l'âge où les jeunes gens se rapetissent ordinairement en se mêlant aux femmes ou en s'occupant trop. Il avait grandi par un concours de circonstances secrètes qui l'investissaient d'un immense pouvoir inconnu. Ce jeune homme avait en main un sceptre plus puissant que ne l'est celui des rois modernes, presque tous bridés par les lois dans leur moindre volonté. De Marsay exerçait le pouvoir autocratique du despote oriental. Mais ce pouvoir, si stupidement mis en œuvre dans l'Asie par des hommes abrutis, était décuplé par l'intelligence européenne, par l'esprit français, le plus vif, le plus acéré de tous les instruments intelligentiels. Henri pouvait ce qu'il voulait, dans l'esprit de ses plaisirs et de ses vanités. Cette invisible action sur le monde social l'avait revêtu d'une majesté réelle, mais secrète, sans emphase et repliée sur lui-même. Il avait de lui, non pas l'opinion que Louis XIV pouvait avoir de soi, mais celle que le plus orgueilleux des califes, des pharaons, des Xerxès, qui se croyaient de race divine, avaient d'eux-mêmes, quand ils imitaient Dieu en se voilant à leur sujet sous prétexte que leur regard donnait la mort. Ainsi, sans avoir aucun remords d'être à la fois juge et partie, de Marsay condamnait froidement à mort l'homme ou la femme qui l'avait offensé sérieusement. Quoique souvent prononcé, presque légèrement, l'arrêt était irrévocable. Une erreur était un malheur semblable à celui qui cause la foudre en tombant sur une Parisienne heureuse dans quelque fiacre, au lieu d'écraser le vieux cocher qui l'a conduite à un rendez-vous. Aussi, la plaisanterie amère et profonde qui distinguait la conversation de ce jeune homme causait-elle assez généralement de l'effroi. Personne ne se sentait l'envie de le choquer. Les femmes aiment prodigieusement ces gens qui se nomment pachas eux-mêmes, qui semblent accompagnés de lions, de bourreaux et marchent dans un appareil de terreur. Il en résulte, chez ces hommes, une sécurité d'action, une certitude de pouvoir, une fierté de regard, une conscience léonine qui réalise pour les femmes le type de force qu'elles rêvent toutes. Ainsi était de Marsay. Heureux en ce moment de son avenir, il redevint jeune et flexible et ne songeait qu'à aimer en allant se coucher. Il rêva de la fille aux yeux d'or comme rêvent les jeunes gens passionnés. Ce fut des images monstrueuses, des bizarreries insaisissables, pleines de lumière et qui révèlent les mondes invisibles, mais d'une manière toujours incomplète, car un voile interposé change les conditions de l'optique. Le lendemain et le surlendemain, Henri disparut, sans que l'on pût savoir où il était allé. Sa puissance ne lui appartenait qu'à de certaines conditions, et, heureusement pour lui, pendant ces 2 jours,
il fut simple soldat au service du démon dont il tenait sa talismanique existence. Mais à l'heure dite, le soir, sur le boulevard, il attendit la voiture qui ne se fit pas longtemps attendre. Le mulâtre s'approcha de Henri pour lui dire en français une phrase qu'il paraissait avoir apprise par cœur. Si vous voulez venir, m'a-t-elle dit, il faut consentir à vous laisser bander les yeux. Et Christemio montra un foulard de soie blanche. Non, dit Henri, dont la toute-puissance se révolta soudain, et il voulut monter. Le mulâtre fit un signe, la voiture partit. Oui, cria de Marsay, furieux de perdre un bonheur qu'il s'était promis. D'ailleurs, il voyait l'impossibilité de capituler avec un esclave dont l'obéissance était aveugle, autant que celle d'un bourreau. Puis, était-ce sur cet instrument passif que devait tomber sa colère? Le mulâtre siffla, la voiture revint. Henri monta précipitamment. Déjà quelques curieux s'amassaient niaisement sur le boulevard. Henri était fort. Il voulut se jouer du mulâtre. Lorsque la voiture partit au grand trot, il lui saisit les mains pour s'emparer de lui et pouvoir garder en domptant son surveillant l'exercice de ses facultés, afin de savoir où il allait. Tentative inutile. Les yeux du mulâtre étincelèrent dans l'ombre. Cet homme poussa des cris que la fureur faisait expirer de sa gorge, se dégagea, rejeta de Marsay par une main de fer et le cloua, pour ainsi dire, au fond de la voiture. Puis, de sa main libre, il tira un poignard triangulaire en sifflant. Le cocher entendit le sifflement et s'arrêta. Henri était sans armes. Il fut forcé de plier. Il tendit la tête vers le foulard. Ce geste de soumission apaisa Christemio, qui lui banda les yeux avec un respect et un soin qui témoignaient d'une sorte de vénération pour la personne de l'homme aimé par son idole. Mais avant de prendre cette précaution, il avait serré son poignard avec défiance dans sa poche de côté et se boutonna jusqu'au menton. Il m'aurait tué, ce Chinois-là, se dit de Marsay. La voiture roula de nouveau rapidement. Il restait une ressource à un jeune homme qui connaissait aussi bien Paris que le connaissait Henri. Pour savoir où il allait, il lui suffisait de se recueillir, de compter par le nombre de ruisseaux franchis les rues devant lesquelles on passerait sur les boulevards tant que la voiture continuerait d'aller droit. Il pouvait ainsi reconnaître par quelle rue latérale la voiture se dirigerait, soit vers la Seine, soit vers les hauteurs de Montmartre, et deviner le nom ou la position de la rue où son guide le ferait arrêter. Mais l'émotion violente qui lui avait causé sa lutte, la fureur où le mettait sa dignité compromise, les idées de vengeance auxquelles il se livrait, les suppositions que lui suggérait le soin minutieux que prenait cette fille mystérieuse pour le faire arriver à elle, tout l'empêcha d'avoir cette attention d'aveugle nécessaire à la concentration de son intelligence et à la parfaite perspicacité du souvenir. Le trajet dura une demi-heure. Quand la voiture s'arrêta, elle n'était plus sur le pavé. Le mulâtre et le cocher prirent Henri à bras-le-corps, l'enlevèrent et le mirent sur une espèce de civière et le transportèrent à travers un jardin dont il sentait les fleurs et l'odeur particulière aux arbres et à la verdure. Le silence qui y régnait était si profond qu'il put distinguer le bruit que faisaient quelques gouttes d'eau en tombant des feuilles humides. Les deux hommes le montèrent dans un escalier, le firent lever, le conduisirent à travers plusieurs pièces en le guidant par les mains et le laissèrent dans une chambre dont l'atmosphère était parfumée et dont il sentit sous ses pieds le tapis épais. Une main de femme le poussa sur un divan et lui dénoua le foulard. Henri vit Paquita devant lui, mais Paquita dans sa gloire de femme voluptueuse. La moitié du boudoir où se trouvait Henri décrivait une ligne circulaire mollement gracieuse qui s'opposait
à l'autre partie parfaitement carrée, au milieu de laquelle brillait une cheminée en marbre blanc et or. Il était entré par une porte latérale que cachait une riche portière en tapisserie et qui faisait face à une fenêtre. Le fer à cheval était orné d'un véritable divan turc, c'est-à-dire un matelas posé par terre, mais un matelas large comme un lit, un divan de 50 pieds de tour, en cachemire blanc, relevé par des bouffettes en soie noire et ponceau, disposées en losange. Le dossier de cet immense lit s'élevait de plusieurs pouces au-dessus de nombreux coussins qui l'enrichissaient encore par le goût de leurs agréments. Ce boudoir était tendu d'une étoffe rouge sur laquelle était posée une mousseline des Indes, cannelée comme l'est une colonne corinthienne par des tuyaux alternativement creux et ronds, arrêtés en haut et en bas dans une bande d'étoffe couleur ponceau sur laquelle étaient dessinées des arabesques noires. Sous la mousseline, le ponceau devenait rose, couleur amoureuse que répétaient les rideaux de la fenêtre, qui étaient en mousseline des Indes, doublée de taffetas rose et ornée de franges ponceau mélangées de noir. 6 bras en vermeil, supportant chacun 2 bougies, étaient attachés sur la tenture à d'égales distances pour éclairer le divan. Le plafond, au milieu duquel pendait un lustre en vermeil mat, étincelait de blancheur, et la corniche était dorée. Le tapis ressemblait à un châle d'Orient, et il en offrait les dessins, et rappelait les poésies de la Perse, où des mains d'esclaves l'avaient travaillé. Les meubles étaient couverts en cachemire blanc, rehaussés par des agréments noirs et ponceau. La pendule, les candélabres, tout était en marbre blanc et or. La seule table qu'il y eût avait un cachemire pour tapis. D'élégantes jardinières contenaient des roses de toutes les espèces, des fleurs ou blanches ou rouges. Enfin, le moindre détail semblait avoir été l'objet d'un soin pris avec amour. Jamais la richesse ne s'était plus coquettement cachée pour devenir de l'élégance, pour exprimer la grâce, pour inspirer la volupté. Là, tout aurait réchauffé l'être le plus froid. Les chatoiements de la teinture dont la couleur changeait suivant la direction du regard, en devenant ou toute blanche ou toute rose, s'accordaient avec les effets de la lumière qui s'infusait dans les diaphanes tuyaux de la mousseline, en produisant de nuageuses apparences. L'âme a je ne sais quel attachement pour le blanc. L'amour se plaît dans le rouge, et l'or flatte les passions. Il a la puissance de réaliser leurs fantaisies. Ainsi, tout ce que l'homme a de vague et de mystérieux en lui-même, toutes ses affinités inexpliquées, se trouvaient caressées dans leur sympathie involontaire. Il y avait dans cette harmonie parfaite un concert de couleurs auquel l'âme répondait par des idées voluptueuses, indécises, flottantes. Ce fut au milieu d'une vaporeuse atmosphère chargée de parfums exquis que Paquita, vêtue d'un peignoir blanc, les pieds nus, des fleurs d'oranger dans ses cheveux noirs, apparut à Henri, agenouillé devant lui, l'adorant comme le dieu de ce temple où il avait daigné venir. Quoique de Marsay eût l'habitude de voir les recherches du luxe parisien, il fut surpris à l'aspect de cette coquille, semblable à celle où naquit Vénus. Soit effet du contraste entre les ténèbres d'où il sortait et la lumière qui baignait son âme, soit par une comparaison rapidement faite entre cette scène et celle de la première entrevue. Il éprouva une de ces sensations délicates que donne la vraie poésie, en apercevant au milieu de ce réduit éclos, sous la baguette d'une fée, le chef-d'œuvre de la création, cette fille dont le teint chaudement coloré, dont la peau douce mais légèrement dorée par les reflets du rouge et par l'effusion de je ne sais quelle vapeur d'amour, étincelait comme si elle eût réfléchi les rayons des lumières et des couleurs,
sa colère, ses désirs de vengeance, sa vanité blessée, tout tomba. Comme un aigle qui fond sur sa proie, il la prit à plein corps, l'assit sur ses genoux et sentit avec une indicible ivresse la voluptueuse pression de cette fille dont les beautés si grassement développées l'enveloppèrent doucement. Viens, Paquita, dit-il à voix basse. Parle, parle sans crainte, lui dit-elle. Cette retraite a été construite pour l'amour. Aucun son ne s'en échappe, tant on y veut ambitieusement garder les accents et les musiques de la voix aimée. Quelque fort que soit des cris, il ne saurait être entendu au-delà de cette enceinte. On peut y assassiner quelqu'un. Ses plaintes y seraient vaines comme s'il est au milieu du grand désert. Qui donc a si bien compris la jalousie et ses besoins? Ne me questionne jamais là-dessus, répondit-elle en défaisant avec une incroyable gentillesse de geste la cravate du jeune homme, sans doute pour en bien voir le coup. Oui, voilà ce coup que j'aime tant, dit-elle. Veux-tu me plaire? Cette interrogation, que l'accent rendait presque lascive, tira de Marsay de la rêverie où l'avait plongé la despotique réponse, par laquelle Paquita lui avait interdit toute recherche sur l'être inconnu qui planait comme une ombre au-dessus d'eux. Et si je voulais savoir qui règne ici? Paquita le regarda en tremblant. Ce n'est donc pas moi, dit-il, en se levant et se débarrassant de cette fille qui tomba la tête en arrière. Je veux être seul où je suis. Frappant, frappant, dit la pauvre esclave en proie à la terreur. Pour qui me prends-tu donc? Répondras-tu? Paquita se leva doucement, les yeux en pleurs, alla prendre dans un des deux meubles d'ébène un poignard et l'offrit à Henri par un geste de soumission qui aurait attendri un tigre. Donne-moi une fête, comme en donnent les hommes quand ils aiment, dit-elle, et pendant que je dormirai, tue-moi, car je ne saurais te répondre. Écoute, je suis attaché comme un pauvre animal à son piquet. Je suis étonné d'avoir pu jeter un pont sur l'abîme qui nous sépare. Enivre-moi, puis tue-moi. Oh non, non, dit-elle en joignant les mains, ne me tue pas. J'aime la vie est si belle pour moi. Si je suis esclave, je suis reine aussi. Je pourrais t'abuser par des paroles, te dire que je n'aime que toi, te le prouver, profiter de mon empire momentané pour te dire prends-moi comme on goûte en passant le parfum d'une fleur dans le jardin d'un roi. Puis, après avoir déployé l'éloquence rusée de la femme et les ailes du plaisir, après avoir désaltéré ma soif, je pourrais te faire jeter dans un puits où personne ne te trouverait et qui a été construit pour satisfaire la vengeance sans avoir à redouter celle de la justice. Un puits plein de chaux qui s'allumerait pour te consumer sans qu'on trouvera une parcelle de ton être. Tu resterais dans mon cœur, à moi pour toujours. Henri regardait cette fille sans trembler, et ce regard, sans peur, la combla de joie. Non, je ne le ferai pas. Tu n'es pas tombé ici dans un piège, mais dans un cœur de femme qui t'adore, et c'est moi qui serai jeté dans le puits. Tout cela me paraît prodigieusement drôle, lui dit de Marsay en l'examinant. Mais tu me sembles une bonne fille, une nature bizarre tu es, foi d'honnête homme, une charade vivante dont le mot me semble bien difficile à trouver. Paquita ne comprit rien à ce que disait le jeune homme. Elle regarda doucement en ouvrant des yeux qui ne pouvaient jamais être bêtes tant s'y peignait la volupté. Tiens, mon amour, dit-elle, en revenant à sa première idée, veux-tu me plaire? Je ferai tout ce que tu voudras, et même ce que tu ne voudras pas, répondit en riant de Marsay.
qui retrouva son aisance de fat en prenant la résolution de se laisser aller au cours de sa bonne fortune, sans regarder ni en arrière ni en avant. Puis, peut-être comptait-il sur sa puissance et sur son savoir-faire d'homme à bonne fortune pour dominer quelques heures plus tard cette fille et en apprendre tous les secrets. Eh bien, lui dit-elle, laisse-moi t'arranger à mon goût. Mets-moi donc à ton goût, dit Henri. Paquita, joyeuse, alla prendre dans un des deux meubles une robe de velours rouge, dont elle habilla de Marsay. Puis elle le coiffa d'un bonnet de femme et l'entortilla d'un châle. En se livrant à ces folies faites avec une innocence d'enfant, elle riait d'un rire convulsif et ressemblait à un oiseau battant des ailes. Mais elle ne voyait rien au-delà. S'il est impossible de peindre les délices inouïs que rencontrèrent ces deux belles créatures, faites par le ciel, dans un moment où il était en joie, il est peut-être nécessaire de traduire métaphysiquement les impressions extraordinaires et presque fantastiques du jeune homme. Ce que les gens qui se trouvent dans la situation sociale où était de Marsay et qui vivent comme il vivait savent le mieux reconnaître est l'innocence d'une fille. Mais chose étrange, si la jeune fille aux yeux d'or était vierge, elle n'était certes pas innocente. L'union si bizarre du mystérieux et du réel, de l'ombre et de la lumière, de l'horrible et du beau, du plaisir et du danger, du paradis et de l'enfer, qui s'étaient déjà rencontrés dans cette aventure, se continuait dans l'être capricieux et sublime dont se jouait de Marsay. Tout ce que la volupté la plus raffinée a de plus savant, tout ce que pouvait connaître Henri de cette poésie d'essence que l'on nomme l'amour, fut dépassé par les trésors que déroula cette fille dont les yeux jaillissants ne mentirent à aucune des promesses qu'il faisait. Ce fut un poème oriental où rayonnait le soleil que Saadi, Hafiz ont mis dans leurs bondissantes strophes. Seulement, ni le rythme de Saadi, ni celui de Pindare n'auraient exprimé l'extase pleine de confusion et la stupeur dont cette délicieuse fille fut saisie quand cessa l'erreur dans laquelle une main de fer la faisait vivre. Morte, dit-elle, je suis morte. Adolphe, emmène-moi donc au bout de la terre, dans une île où personne ne nous sache. Que notre fuite ne laisse pas de traces. Nous serions suivis dans l'enfer. Dieu, voici le jour, sauve-toi. Te reverrai-je jamais? Oui, demain je veux te revoir. Dussé-je, pour avoir ce bonheur, donner la mort à tous mes surveillants? À demain. Elle le serra dans ses bras par une étreinte où il y avait la terreur de la mort. Puis elle poussa un ressort qui devait correspondre à une sonnette et supplia de Marsay de se laisser bander les yeux. Et si je ne voulais plus? Et si je voulais rester ici? Tu causerais plus promptement ma mort, dit-elle, car maintenant je suis sûre de mourir pour toi. Henri se laissa faire. Il se rencontre en l'homme qui vient de se gorger de plaisir une pente à l'oubli, je ne sais quelle ingratitude, un désir de liberté, une fantaisie d'aller se promener, une teinte de mépris et peut-être de dégoût pour son idole. Il se rencontre enfin d'inexplicables sentiments qui le rendent infâme et ignoble. La certitude de cette affection confuse mais réelle chez les âmes qui ne sont ni éclairées par cette lumière céleste, ni parfumées de ce baume saint d'où nous vient la pertinacité du sentiment, a dicté sans doute à Rousseau les aventures du milord Édouard, par lesquelles sont terminées ses lettres à la nouvelle Héloïse. Si Rousseau s'est évidemment inspiré de l'œuvre de Richardson, il s'en est éloigné par 1000 détails qui laissent son monument magnifiquement original. Il l'a recommandé à la postérité par de grandes idées
qu'il est difficile de dégager par l'analyse quand, dans la jeunesse, on lit cet ouvrage avec les dessins, d'y trouver la chaude peinture du plus physique de nos sentiments, tandis que les écrivains sérieux et philosophes n'emploient jamais les images que comme la conséquence ou la nécessité d'une vaste pensée. Et les aventures de Milord Edward sont une des idées les plus européennement délicates de cette œuvre. Fin de la section 12. Section 13 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement, LibriVox, fait partie du domaine public. Henri se trouvait donc sous l'empire de ce sentiment confus que ne connaît pas le véritable amour. Il fallait en quelque sorte le persuasif arrêt des comparaisons et l'attrait irrésistible des souvenirs pour le ramener à une femme. L'amour vrai règne surtout par la mémoire. La femme, qui ne s'est gravée dans l'âme ni par l'excès du plaisir, ni par la force du sentiment, celle-là peut-elle jamais être aimée? À l'insu de Henri, Paquita s'était établie chez lui par ces deux moyens. Mais en ce moment, tout entier à la fatigue du bonheur, ces délicieuses mélancolies du corps, il ne pouvait guère s'analyser le cœur en reprenant sur ses lèvres le goût des plus vives voluptés qu'il eût encore égrappées. Il se trouva sur le boulevard Montmartre au petit jour, regarda stupidement l'équipage qui s'enfuyait, tira 2 cigares de sa poche, en alluma un à la lanterne d'une bonne femme qui vendait de l'eau-de-vie et du café aux ouvriers, aux gamins, aux maraîchers, à toute cette population parisienne qui commence sa vie avant le jour. Puis il s'en alla, fumant son cigare et mettant ses mains dans les poches de son pantalon avec une insouciance vraiment déshonorante. La bonne chose qu'un cigare, voilà ce dont un homme ne se lassera jamais, se dit-il. Cette fille aux yeux d'or, dont raffolait à cette époque toute la jeunesse élégante de Paris, il y songeait à peine. L'idée de la mort, exprimée à travers les plaisirs, et dont la peur avait à plusieurs reprises rembruni le front de cette belle créature qui tenait aux Aurides de l'Asie par sa mère, à l'Europe par son éducation, aux tropiques par sa naissance, lui semblait être une de ces tromperies par lesquelles toutes les femmes essayent de se rendre intéressantes. Elle est de la Havane, du pays le plus espagnol qu'il y ait dans le Nouveau Monde. Elle a donc mieux aimé jouer la terreur que de me jeter au nez de la souffrance, de la difficulté, de la coquetterie ou le devoir, comme font les Parisiennes. Par ses yeux d'or, j'ai bien envie de dormir. Il vit un cabriolet de place qui stationnait au coin de Frascati, en attendant quelques joueurs. Il les réveilla, se fit conduire chez lui, se coucha et s'endormit du sommeil des mauvais sujets, lequel, par une bizarrerie dont aucun chansonnier n'a encore tiré parti, se trouve être aussi profond que celui de l'innocence. Peut-être est-ce un effet de cet axiome proverbial: les extrêmes se touchent. Vers midi, de Marsay se détira les bras en se réveillant et sentit les atteintes d'une de ces faims canines que tous les vieux soldats peuvent se souvenir d'avoir éprouvées au lendemain de la victoire. Aussi fit-il devant lui Paul de Manerville avec plaisir, car rien n'est alors plus agréable que de manger en compagnie. Eh bien, lui dit son ami, nous imaginions tous que tu t'étais enfermé depuis 10 jours avec la fille aux yeux d'or. La fille aux yeux d'or, je n'y pense plus. Ma foi, j'ai bien d'autres chats à fouetter. Ah, tu fais le discret. Pourquoi pas, dit en riant de Marsay. Mon cher, la discrétion est le plus habile des calculs. Écoute. Mais non, je ne te dirai pas un mot. Tu ne m'apprends jamais rien. Je ne suis pas disposé à donner en pure perte les trésors de ma politique. La vie est un fleuve qui sert à faire du commerce, par tout ce qu'il y a de plus sacré sur la terre, par les cigares. Je ne suis pas un professeur d'économie sociale, mise à la portée des niais. Déjeunons,
Il est moins coûteux de te donner une omelette au thon que de te prodiguer ma cervelle. Tu comptes avec tes amis? Mon cher, dit Henri, qui se refusait rarement une ironie, comme il pouvait arriver cependant, tout comme à un autre, d'avoir besoin de discrétion, et que je t'aime beaucoup. Oui, je t'aime. Ma parole d'honneur, s'il ne te fallait qu'un billet de 1000 francs pour t'empêcher de te brûler la cervelle, tu le trouverais ici, car nous n'avons encore rien hypothéqué là-bas, hein, Paul? Si tu te battais demain, je mesurerais la distance et je chargerais les pistolets afin que tu fusses tué dans les règles. Enfin, si une personne autre que moi s'avisait de dire du mal de toi en ton absence, il faudrait se mesurer avec le rude gentilhomme qui se trouve dans ma peau. Voilà ce que j'appelle une amitié à toute épreuve. Eh bien, quand tu auras besoin de discrétion, mon petit, apprends qu'il existe deux espèces de discrétion. Discrétion active et discrétion négative. La discrétion négative est celle des sots qui emploient le silence. La négation, l'air refrogné, la discrétion des portes fermées, véritable impuissance. La discrétion active procède par affirmation. Si ce soir, au cercle, je disais « Foi d'honnête homme, la fille aux yeux d'or ne valait pas ce qu'elle m'a coûté », tout le monde, quand je serais parti, s'écrierait « Avez-vous entendu ce fat de Marsay qui voudrait nous faire croire qu'il ait déjà eu la fille aux yeux d'or? Il voudrait ainsi se débarrasser de ses rivaux. Il n'est pas maladroit. Mais cette ruse est vulgaire et dangereuse. Quelque grosse que soit la sottise qui nous échappe, il se rencontre toujours des niais qui peuvent y croire. La meilleure des discrétions est celle dont usent les femmes adroites quand elles veulent donner le change à leur mari. Elle consiste à compromettre une femme à laquelle nous ne tenons pas, ou que nous n'aimons pas, ou que nous n'avons pas, pour conserver l'honneur de celle que nous aimons assez pour la respecter. C'est ce que j'appelle la femme écran. Ah, voici Laurent. Que nous apportes-tu? Des huîtres d'Ostende, monsieur le comte. Tu sauras quelque jour, Paul, combien il est amusant de se jouer du monde en lui dérobant le secret de nos affections. J'éprouve un immense plaisir d'échapper à la stupide juridiction de la masse, qui ne sait jamais ni ce qu'elle veut, ni ce qu'on lui fait vouloir, qui prend le moyen pour le résultat, qui tour à tour adore et maudit, s'élève et détruit. Quel bonheur de lui imposer des émotions et de n'en pas recevoir, de la dompter, de ne jamais lui obéir. Si l'on peut être fier de quelque chose, n'est-ce pas d'un pouvoir acquis par soi-même dont nous sommes à la fois la cause, l'effet, le principe et le résultat? Eh bien, aucun homme ne sait qui j'aime, ni ce que je veux. Peut-être saura-t-on qui j'ai aimé, ce que j'aurais voulu, comment c'est les drames accomplis, mais laissez voir dans mon jeu, faiblesse, duperie. Je ne connais rien de plus méprisable que la force jouée par l'adresse. Je m'initie tout en riant au métier d'ambassadeur, si toutefois la diplomatie est aussi difficile qu'est la vie. J'en doute. As-tu de l'ambition? Veux-tu devenir quelque chose? Mais Henri, tu te moques de moi, comme si je n'étais pas assez médiocre pour arriver à tout. Bien, Paul, si tu continues à te moquer de toi-même, tu pourras bientôt te moquer de tout le monde. En déjeunant, de Marsay commença, quand il en fut à fumer ses cigares, à voir les événements de sa nuit sous un singulier jour. Comme beaucoup de grands esprits, sa perspicacité n'était pas spontanée. Il n'entrait pas tout à coup au fond des choses. Comme chez toutes les natures douées de la faculté de vivre beaucoup dans le présent, d'en exprimer, pour ainsi dire, le jus et de le dévorer, sa seconde vue avait besoin d'une espèce de sommeil pour s'identifier aux causes. Le cardinal de Richelieu était ainsi, ce qui n'excluait pas en lui le don de prévoyance nécessaire à la conception des grandes choses. De Marsay se trouvait dans toutes ces conditions,
Mais il n'usa d'abord de ses armes qu'au profit de ses plaisirs, et il ne devint l'un des hommes politiques les plus profonds du temps actuel que quand il se fut saturé des plaisirs auxquels pense tout d'abord un jeune homme, lorsqu'il a de l'or et le pouvoir. L'homme se bronze ainsi. Il use la femme pour que la femme ne puisse pas l'user. En ce moment donc, de Marsay s'aperçut qu'il avait été joué par la fille aux yeux d'or, en voyant dans son ensemble cette nuit dont les plaisirs n'avaient que graduellement ruisselé pour finir par s'épancher à torrents. Il put alors lire dans cette page si brillante des faits, en deviner le sens caché, l'innocence purement physique de Paquita, l'étonnement de sa joie, quelques mots d'abord obscurs et maintenant clairs, échappés au milieu de la joie. Tout lui prouva qu'il avait posé pour une autre personne. Comme aucune des corruptions sociales ne lui était inconnue, qu'il professait au sujet de tous les caprices une parfaite indifférence et les croyait justifiés par cela, même qu'il se pouvait satisfaire, il ne s'effaroucha pas du vice. Il le connaissait comme on connaît un ami, mais il fut blessé de lui avoir servi de pâture. Si ses présomptions étaient justes, il avait été outragé dans le vif de son être. Le seul soupçon le mit en fureur. Il laissa éclater le rugissement du tigre, dont une gazelle se serait moquée, le cri d'un tigre qui joignait à la force de la bête l'intelligence du démon. Eh bien, qu'as-tu donc lui dit Paul. Rien. Je ne voudrais pas, si l'on te demandait si tu as quelque chose contre moi, que tu répondisses un rien semblable. Il faudra sans doute nous battre le lendemain. Je ne me bats plus, dit de Marsay. Ceci me semble encore plus tragique. Tu assassines donc. Tu travestis les mots. J'exécute. Mon cher ami, dit Paul, tes plaisanteries sont bien poussées au noir ce matin. Que veux-tu? La volupté mène à la férocité. Pourquoi? Je n'en sais rien, et je ne suis pas assez curieux pour en chercher la cause. Ces cigares sont excellents. Donne du thé à ton ami. Sais-tu, Paul, que je mène une vie de brute? Il serait bien temps de se choisir une destinée, d'employer ses forces à quelque chose qui valût la peine de vivre. La vie est une singulière comédie. Je suis effrayé. Je ris de l'inconséquence de notre ordre social. Le gouvernement fait trancher la tête à des pauvres diables qui ont tué un homme, et il patente des créatures qui expédient, médicalement parlant, une douzaine de gens par hiver. La morale est sans force contre une douzaine de vices qui détruisent la société et que rien ne peut punir. Encore une tasse. Ma parole d'honneur, l'homme est un bouffon qui danse sur un précipice. On nous parle de l'immoralité des liaisons dangereuses et de je ne sais quel autre livre qui a un nom de femme de chambre. Mais il existe un livre horrible, sale, épouvantable, corrupteur, toujours ouvert, qu'on ne fermera jamais. Le grand livre du monde, sans compter un autre livre 1000 fois plus dangereux, qui se compose de tout ce qui se dit à l'oreille, entre hommes, ou sous l'éventail, entre femmes, le soir au bal. Henri, certes, il se passe en toi quelque chose d'extraordinaire, et cela se voit, malgré ta discrétion active. Oui, tiens, il faut que je dévore le temps jusqu'à ce soir. Allons au jeu. Peut-être aurai-je le bonheur de perdre. De Marsay se leva, prit une poignée de billets de banque, les roula dans sa boîte à cigares, s'habilla et profita de la voiture de Paul pour aller au salon des étrangers, où, jusqu'au dîner, il consuma le temps dans ces émouvantes alternatives de perte et de gain, qui sont la dernière ressource des organisations fortes, quand elles sont contraintes de s'exercer dans le vide. Le soir, il vint au rendez-vous et se laissa complaisamment bander les yeux. Puis, avec cette ferme volonté que les hommes vraiment forts ont seuls la faculté de concentrer, il porta son attention et appliqua son intelligence à deviner par quelle rue passait la voiture.
il eut une sorte de certitude d'être mené rue Saint-Lazare et d'être arrêté à la petite porte du jardin de l'hôtel de San Réal. Quand il passa comme la première fois cette porte et qu'il fut mis sur un brancard, porté sans doute par le mulâtre et par le cocher, il comprit, en entendant crier le sable sous leurs pieds, pourquoi l'on prenait de si minutieuses précautions. Il aurait pu, s'il avait été libre ou s'il avait marché, cueillir une branche d'arbuste, regarder la nature du sable qui se serait attaché à ses bottes, tandis que, transporté pour ainsi dire aériennement dans un hôtel inaccessible, sa bonne fortune devait être ce qu'elle avait été jusqu'alors, un rêve. Mais pour le désespoir de l'homme, il ne peut rien faire que d'imparfait, soit en bien, soit en mal. Toutes ses œuvres intellectuelles ou physiques sont signées par une marque de destruction. Il avait plu légèrement, la terre était humide. Pendant la nuit, certaines odeurs végétales sont beaucoup plus fortes que pendant le jour. Henri sentit donc les parfums du réséda le long de l'allée par laquelle il était convoyé. Cette indication devait l'éclairer dans les recherches qu'il se promettait de faire pour reconnaître l'hôtel où se trouvait le boudoir de Paquita. Il étudia de même le détour que ses porteurs firent dans la maison et crut pouvoir se les rappeler. Il se vit, comme la veille, sur l'ottomane, devant Paquita, qui lui défaisait son bandeau. Mais il la vit pâle et changée. Elle avait pleuré. Agenouillée comme un ange en prière, mais comme un ange triste et profondément mélancolique, la pauvre fille ne ressemblait plus à la curieuse, à l'impatiente, à la bondissante créature qui avait pris de Marsay sur ses ailes pour le transporter dans le 7e ciel de l'amour. Il y avait quelque chose de si vrai dans ce désespoir, voilé par le plaisir, que le terrible de Marsay sentit en lui-même une admiration pour ce nouveau chef-d'œuvre de la nature et oublia momentanément l'intérêt principal de ce rendez-vous. Fin de la section 13. Section 14 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Qu'as-tu donc, ma Paquita? Mon ami, dit-elle, emmène-moi cette nuit même, jette-moi quelque part où l'on ne puisse pas dire en me voyant, voici Paquita, où personne ne réponde, il y a ici une fille au regard doré, qui a de longs cheveux. Là, je te donnerai des plaisirs tant que tu voudras en recevoir de moi, puis, quand tu ne m'aimeras plus, tu me laisseras. Je ne me plaindrai pas, je ne dirai rien, et mon abandon ne devra te causer aucun remords, car un jour passé près de toi, un seul jour pendant lequel je t'aurai regardé, m'aura valu toute une vie. Mais si je reste ici, je suis perdu. Je ne puis pas quitter Paris, ma petite, répondit Henri. Je ne m'appartiens pas, je suis lié par un serment au sort de plusieurs personnes qui sont à moi comme je suis à elles. Mais je puis te faire dans Paris un asile où nul pouvoir humain n'arrivera. Non, dit-elle, tu oublies le pouvoir féminin. Jamais phrase prononcée par une voix humaine n'exprima plus complètement la terreur. Qui pourrait donc arriver à toi si je me mets entre toi et le monde? Le poison, dit-elle. Déjà, Dona Concha te soupçonne. Et, reprit-elle, en laissant couler ses larmes qui brillèrent le long de ses joues, il est bien facile de voir que je ne suis plus la même. Eh bien, si tu m'abandonnes à la fureur du monstre qui me dévorera, que ta sainte volonté soit faite. Mais viens, fais qu'il y ait toutes les voluptés de la vie dans notre amour. D'ailleurs, je supplierai, je pleurerai, je crierai, je me défendrai, je me sauverai peut-être. Qui donc imploreras-tu? Dit-il. Silence, fit Paquita. Si j'obtiens ma grâce, ce sera peut-être à cause de ma discrétion. Donne-moi ma robe, dit insidieusement Henri. Non, non, répondit-elle vivement, reste ce que tu es, un de ces anges
qu'on m'avait appris à haïr et dans lesquels je ne voyais que des monstres, tandis que vous êtes ce qu'il y a de plus beau sous le ciel, dit-elle, en caressant les cheveux de Henri. Tu ignores à quel point je suis idiote. Je n'ai rien appris. Depuis l'âge de 12 ans, je suis enfermée sans avoir vu personne. Je ne sais ni lire ni écrire. Je ne parle que l'anglais et l'espagnol. Comment se fait-il donc que tu reçoives des lettres de Londres? Mes lettres? Tiens, les voici, dit-elle, en allant prendre quelques papiers dans un long vase du Japon. Elle tendit à de Marsay des lettres où le jeune homme vit, avec surprise, des figures bizarres, semblables à celles des rébus, tracées avec du sang, et qui exprimaient des phrases pleines de passion. Mais, s'écria-t-il en admirant ces hiéroglyphes créés par une habile jalousie, tu es sous la puissance d'un infernal génie. Infernal, répéta-t-elle. Mais comment donc as-tu pu sortir? Ah, dit-elle, de là vient ma perte. J'ai mis Dona Concha entre la peur d'une mort immédiate et une colère à venir. J'avais une curiosité de démon. Je voulais rompre ce cercle d'airain que l'on avait décrit entre la création et moi. Je voulais voir ce qu'étaient que des jeunes gens, car je ne connaissais d'hommes que le marquis et Christemio, notre cocher et le valet qui nous accompagnent sont des vieillards. Mais tu n'étais pas toujours enfermé, ta santé voulait. Ah, reprit-elle, nous nous promenions, mais pendant la nuit et dans la campagne, au bord de la Seine, loin du monde. N'es-tu pas fière d'être aimée ainsi? Non, dit-elle, plus. Quoique bien remplie, cette vie cachée n'est que ténèbres en comparaison de la lumière. Qu'appelles-tu la lumière? Toi, mon bel Adolphe, toi, pour qui je donnerais ma vie. Toutes les choses de passion que l'on m'a dites et que j'inspirais, je les ressens pour toi. Pendant certains moments, je ne comprenais rien à l'existence. Mais maintenant, je sais comment nous aimons. Et jusqu'à présent, j'ai été aimé seulement. Moi, je n'aimais pas. Si tu le veux, prends-moi comme un jouet, mais laisse-moi près de toi jusqu'à ce que tu me brises. Tu n'auras pas de regrets? Pas un seul, dit-elle, en laissant lire dans ses yeux, dont la teinte d'or resta pure et claire. Suis-je le préféré? Se dit en lui-même Henri, qui, s'il entrevoyait la vérité, se trouvait alors disposé à pardonner l'offense en faveur d'un amour si naïf. Je verrai bien, pensa-t-il. Si Paquita ne lui devait aucun compte du passé, le moindre souvenir devenait un crime à ses yeux. Il eut donc la triste force d'avoir une pensée à lui, de juger sa maîtresse, de l'étudier tout en s'abandonnant aux plaisirs les plus entraînants que jamais Péri, descendu des cieux, ait trouvé pour son bien-aimé. Paquita semblait avoir été créée pour l'amour, avec un soin spécial de la nature. D'une nuit à l'autre, son génie de femme avait fait les plus rapides progrès. Quelle que fût la puissance de ce jeune homme et son insouciance en fait de plaisir, malgré sa satiété de la veille, il trouva dans la fille aux yeux d'or ce sérail que sait créer la femme aimante et à laquelle un homme ne renonce jamais. Paquita répondait à cette passion que sentent tous les hommes vraiment grands pour l'infini. Passion mystérieuse, si dramatiquement exprimée dans Faust, si poétiquement traduite dans Manfred, et qui poussait Don Juan à fouiller le cœur des femmes, en espérant y trouver cette pensée sans bornes à la recherche de laquelle se mettent tant de chasseurs de spectres, que les savants croient entrevoir dans la science et que les mystiques trouvent en Dieu seul. L'espérance d'avoir enfin l'être idéal avec lequel la lutte pouvait être constante, sans fatigue, ravit de Marsay, qui, pour la première fois depuis longtemps, ouvrit son cœur. Ses nerfs se détendirent, sa froideur se fondit dans l'atmosphère de cette âme brûlante, ses doctrines tranchantes s'envolèrent, et le bonheur lui colora son existence, comme l'était ce boudoir blanc et rose. En sentant l'aiguillon d'une volonté supérieure, il fut entraîné par-delà les limites dans lesquelles il avait jusqu'alors enfermé la passion. Il ne voulut pas être dépassé par cette fille qu'un amour en quelque sorte artificiel avait formée par avance aux besoins de son âme. Et alors il trouva,
dans cette vanité qui pousse l'homme à rester en tout vainqueur, des forces pour dompter cette fille. Mais aussi, jeté par-delà cette ligne où l'âme est maîtresse d'elle-même, il se perdit dans ces limbes délicieux que le vulgaire nomme si niaisement les espaces imaginaires. Il fut tendre, bon et communicatif. Il rendit Paquita presque folle. Pourquoi n'irions-nous pas à Sorrente, à Nice, à Chiavari, passer toute notre vie? Veux-tu, disait-il à Paquita d'une voix pénétrante. As-tu jamais besoin de me dire veux-tu? S'écria-t-elle. Ai-je une volonté? Je ne suis quelque chose hors de toi qu'afin d'être un plaisir pour toi. Si tu veux choisir une retraite digne de nous, l'Asie est le seul pays où l'amour puisse déployer ses ailes. Tu as raison, reprit Henri. Allons aux Indes, là où le printemps est éternel, où la terre n'a jamais que des fleurs, où l'homme peut déployer l'appareil des souverains sans qu'on en glose, comme dans les sots pays où l'on veut réaliser la plate chimère de l'égalité. Allons dans la contrée où l'on vit au milieu d'un peuple d'esclaves, où le soleil illumine toujours un palais qui reste blanc, où l'on sème des parfums dans l'air, où les oiseaux chantent l'amour, où l'on meurt quand on ne peut plus aimer. Et où l'on meurt ensemble, dit Paquita. Mais ne partons pas demain, partons à l'instant. Emmenons Christemio. Ma foi, le plaisir est le plus beau dénouement de la vie. Allons en Asie, mais pour partir enfant, il faut beaucoup d'or. Il faut arranger ses affaires. Elle ne comprenait rien à ses idées. De l'or? Il y en a ici haut comme ça, dit-elle en levant la main. Il n'est pas à moi. Qu'est-ce que cela fait? Reprit-elle. Si nous en avons besoin, prenons-le. Il ne t'appartient pas. Appartenir, répéta-t-elle. Ne m'as-tu pas prise? Quand nous l'aurons pris, il nous appartiendra. Il se mit à rire. Pauvre innocente, tu ne sais rien des choses de ce monde. Non, mais voilà ce que je sais, s'écria-t-elle en attirant Henri sur elle. Au moment même où de Marsay oubliait tout et concevait le désir de s'approprier à jamais cette créature, il reçut au milieu de sa joie un coup de poignard qui traversa de part en part son cœur, mortifié pour la première fois. Paquita, qui l'avait enlevé vigoureusement en l'air, comme pour le contempler, s'était écriée « Oh, Margarita !»« Margarita !» cria le jeune homme en rugissant. « Je sais maintenant tout ce que je voulais encore douter. » Il sauta sur le meuble où était enfermé le long poignard. Heureusement, pour Paquita et pour lui, l'armoire était fermée. Sa rage s'accrut de cet obstacle, mais il recouvra sa tranquillité, alla prendre sa cravate et s'avança vers elle d'un air si férocement significatif que, sans connaître de quel crime elle était coupable, Paquita comprit néanmoins qu'il s'agissait pour elle de mourir. Alors, elle s'élança d'un seul bond au bout de la chambre pour éviter le nœud fatal que de Marsay voulait lui passer autour du cou. Il y eut un combat. De part en part, la souplesse, l'agilité et la vigueur furent égales. Pour finir la lutte, Paquita jeta dans les jambes de son amant un coussin qui le fit tomber et profita du repos que lui laissa cet avantage pour pousser la détente du ressort auquel répondait un avertissement. Le mulâtre arriva brusquement. En un clin d'œil, Christemio sauta sur le Marsay, le terrassa, lui mit les pieds sur la poitrine, le talon tourné vers la gorge. De Marsay comprit que, s'il se débattait, il était à l'instant écrasé sur un seul signe de Paquita. « Pourquoi voulais-tu me tuer, mon amour ?» lui dit-elle. De Marsay ne répondit pas. « En quoi t'ai-je déplu ?» lui dit-elle. « Parle, expliquons-nous. » Henri garda l'attitude flegmatique de l'homme fort qui se sent vaincu. Contenance froide, silencieuse, toute anglaise qui annonçait la conscience de sa dignité par une résignation momentanée. D'ailleurs, il avait déjà pensé, malgré l'emportement de sa colère, qu'il était peu prudent de se commettre avec la justice en tuant cette fille à l'improviste et sans en avoir préparé le meurtre, de manière à s'assurer l'impunité. Mon bien-aimé, reprit Paquita, parle-moi, ne me laisse pas sans un adieu d'amour, je ne voudrais pas garder dans mon cœur l'effroi que tu viens d'y mettre. Parleras-tu?
dit-elle en frappant du pied avec colère. De Marsay lui jeta pour réponse un regard qui signifiait si bien tu mourras que Paquita se précipita sur lui. Eh bien, veux-tu me tuer? Si ma mort peut te faire plaisir, tue-moi. Elle fit un signe à Christemio, qui leva son pied de dessus le jeune homme et s'en alla sans laisser voir sur sa figure qu'il portât un jugement bon ou mauvais sur Paquita. Voilà un homme, dit de Marsay en montrant le mulâtre par un geste sombre. Il n'a de dévouement que le dévouement qui obéit à l'amitié sans la juger. Tu as en cet homme un véritable ami. Je te le donnerai, si tu veux, répondit-elle. Il te servira avec le même dévouement qu'il a pour moi, si je le lui recommande. Elle attendit un mot de réponse et reprit avec un accent plein de tendresse. Adolphe, dis-moi donc une bonne parole. Voici bientôt le jour. Henri ne répondit pas. Ce jeune homme avait une triste qualité, car on regarde comme une grande chose tout ce qui ressemble à de la force, et souvent les hommes divinisent d'extravagance. Henri ne savait pas pardonner. Le savoir-venir, qui certes est une des grâces de l'âme, était un non-sens pour lui. La férocité des hommes du Nord, dont le sang anglais est assez fortement teint, lui avait été transmise par son père. Il était inébranlable dans ses bons comme dans ses mauvais sentiments. L'exclamation de Paquita fut d'autant plus horrible pour lui qu'il avait été détrôné du plus doux triomphe qui eût jamais agrandi sa vanité d'homme. L'espérance, l'amour et tous les sentiments s'étaient exhalés chez lui. Tout avait flambé dans son cœur et dans son intelligence. Puis, ces flambeaux, allumés pour éclairer sa vie, avaient été soufflés par un vent froid. Paquita, stupéfaite, n'eut dans sa douleur que la force de donner le signe du départ. Ceci est inutile, dit-elle en jetant le bandeau. S'il ne m'aime plus, s'il me hait, tout est fini. Elle attendit un regard, ne l'obtint pas et tomba à demi morte. Le mulâtre jeta sur Henri un coup d'œil si épouvantablement significatif qu'il fit trembler pour la première fois de sa vie ce jeune homme à qui personne ne refusait le don d'une rare intrépidité. Si tu ne l'aimes pas bien, si tu lui fais la moindre peine, je te tuerai. Tel était le sens de ce rapide regard. De Marsay fut conduit avec des soins presque serviles le long d'un corridor éclairé par des jours de souffrance et au bout duquel il sortit par une porte secrète dans un escalier dérobé qui conduisait au jardin de l'hôtel San Réal. Le mulâtre le fit marcher précautionneusement le long d'une allée de tilleuls qui aboutissait à une porte donnant sur une rue déserte à cette époque. De Marsay remarqua bien tout. La voiture l'attendait. Cette fois le mulâtre ne l'accompagna point, et au moment où Henri mit la tête à la portière pour revoir les jardins et l'hôtel, il rencontra les yeux blancs de Christemio, avec lequel il échangea un regard. De part et d'autre, ce fut une provocation, un défi, l'annonce d'une guerre de sauvages, d'un duel où cessaient les lois ordinaires, où la trahison, où la perfidie était un moyen admis. Christemio savait que Henri avait juré la mort de Paquita. Henri savait que Christemio voulait le tuer avant qu'il tuât Paquita. Tous deux s'entendirent à merveille. L'aventure se complique d'une façon assez intéressante, se dit Henri. Où monsieur va-t-il? Lui demanda le cocher. De Marsay se fit conduire chez Paul de Manerville. Fin de la section 14. Section 15 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Pendant plus d'une semaine,
Henri fut absent de chez lui, sans que personne ne pût savoir ni ce qu'il fit pendant ce temps, ni dans quel endroit il demeura. Cette retraite le sauva de la fureur du mulâtre et causa la perte de la pauvre créature qui avait mis toute son espérance dans celui qu'elle aimait comme jamais aucune créature n'aima sur cette terre. Le dernier jour de cette semaine, vers 11 heures du soir, Henri vint en voiture à la petite porte du jardin de l'hôtel San Réal. 4 hommes l'accompagnaient. Le cocher était évidemment un de ses amis, car il se leva droit sur son siège, un homme qui voulait, comme une sentinelle attentive, écouter le moindre bruit. L'un des 3 autres se tint en dehors de la porte dans la rue. Le second resta debout dans le jardin, appuyé sur le mur. Le dernier, qui tenait à la main un trousseau de clés, accompagna de Marsay. Henri, lui dit son compagnon, nous sommes trahis. Par qui, mon bon Ferragus? Ils ne dorment pas tous, répondit le chef des dévorants. Il faut absolument que quelqu'un de la maison n'ait bu ni mangé. Tiens, vois cette lumière. Nous avons le plan de la maison. D'où vient-elle? Je n'ai pas besoin du plan pour le savoir, répondit Ferragus. Elle vient de la chambre de la marquise. Ah, cria de Marsay, elle sera sans doute arrivée de Londres aujourd'hui. Cette femme m'aura pris jusqu'à ma vengeance. Mais si elle m'a devancé, mon beau Gratien, nous la livrerons à la justice. Écoute donc, l'affaire est faite, dit Ferragus à Henri. Les 2 amis prêtèrent l'oreille et entendirent des cris affaiblis qui eussent attendri des tigres. Ta marquise n'a pas pensé que les sons sortiraient par le tuyau de la cheminée, dit le chef des dévorants avec le rire d'un critique enchanté de découvrir une faute dans une belle œuvre. Nous seuls, nous savons tout prévoir, dit Henri. Attends-moi, je veux aller voir comment cela se passe là-haut, afin d'apprendre la manière dont se traitent les querelles de ménage. Par le nom de Dieu, je crois qu'elle l'a fait cuire à petit feu. De Marsay grimpa lestement l'escalier qu'il connaissait et reconnut le chemin du boudoir. Quand il ouvrit la porte, il eut un frissonnement involontaire que cause à l'homme le plus déterminé la vue du sang répandu. Le spectacle qui s'offrit à ce regard eut, d'ailleurs pour lui, plus d'une cause d'étonnement. La marquise était femme. Elle avait calculé sa vengeance avec cette perfection de perfidie qui distingue les animaux faibles. Elle avait dissimulé sa colère pour s'assurer du crime avant de le punir. Trop tard, mon bien-aimé, dit Paquita mourante, dont les yeux pâles se tournèrent vers de Marsay. La fille aux yeux d'or expirait noyée dans le sang, tous les flambeaux allumés, un parfum délicat qui se faisait sentir, certains désordres où l'œil d'un homme à bonne fortune devait reconnaître, des folies communes à toutes les passions, annonçaient que la marquise avait savamment questionné la coupable. Cet appartement blanc, où le sang paraissait si bien, trahissait un long combat. Les mains de Paquita étaient empreintes sur les coussins. Partout, elle s'était accrochée à la vie. Partout, elle s'était défendue. Et partout, elle avait été frappée. Des lambeaux entiers de la tenture cannelée étaient arrachés par ses mains ensanglantées, qui sans doute avaient lutté longtemps. Paquita devait avoir essayé d'escalader le plafond. Ses pieds nus étaient marqués le long du dossier du divan, sur lequel elle avait sans doute couru. Son corps déchiqueté à coups de poignard par son bourreau disait avec quel acharnement elle avait disputé une vie que Henri lui rendait si chère. Elle gisait à terre et avait, en mourant, mordu les muscles du coup de pied de madame de San Réal, qui gardait à la main son poignard trempé de sang. La marquise avait les cheveux arrachés. Elle était couverte de morsures, dont plusieurs saignaient,
et sa robe déchirée la laissait voir à demi nue, ses seins égratignés. Elle était sublime ainsi. Sa tête, avide et furieuse, respirait l'odeur du sang. Sa bouche, haletante, restait entr'ouverte et ses narines ne suffisaient pas à ses aspirations. Certains animaux, mis en fureur, fondent sur leur ennemi, le mettent à mort, et tranquilles dans leur victoire, semblent avoir tout oublié. Il en est d'autres qui tournent autour de leur victime, qui la gardent en craignant qu'on ne la leur vienne enlever, et qui, semblables à l'Achille d'Homère, font 9 fois le tour de Troie, en traînant leur ennemi par les pieds. Ainsi était la marquise. Elle ne vit pas Henri. D'abord, elle se savait trop bien seule pour craindre des témoins. Puis elle était trop enivrée de sang chaud, trop animée par la lutte, trop exaltée pour apercevoir Paris entier. Si Paris avait formé un cirque autour d'elle, elle n'aurait pas senti la foudre. Elle n'avait même pas entendu le dernier soupir de Paquita et croyait qu'elle pouvait encore être écoutée par la morte. Meurs sans confession, lui disait-elle, va en enfer, monstre d'ingratitude, ne sois plus à personne qu'au démon. Pour le sang que tu lui as donné, tu me dois tout le tien. Meurs, meurs, souffre 1000 morts, j'ai été trop bonne, je n'ai mis qu'un moment à te tuer. J'aurais voulu te faire éprouver toutes les douleurs que tu me lègues. Je vivrai, moi, je vivrai malheureuse. Je suis réduite à ne plus aimer que Dieu. Elle la contempla. Elle est morte, se dit-elle après une pause en faisant un violent retour sur elle-même. Morte! Ah, j'en mourrais de douleur. La marquise voulut s'en aller jeter sur le divan, accablée par un désespoir qui lui ôtait la voix, et ce mouvement lui permit alors de voir Henri de Marsay. Qui es-tu? Lui dit-elle en courant à lui le poignard levé. Henri lui arrêta le bras, et ils purent ainsi se contempler, tous deux, face à face. Une surprise horrible leur fit couler à tous deux un sang glacé dans les veines, et ils tremblèrent sur leurs jambes comme des chevaux effrayés. En effet, deux ménechmes ne se seraient pas mieux ressemblé. Ils dirent ensemble le même mot. Lord Dudley doit être votre père. Chacun d'eux baissa la tête affirmativement. Elle était fidèle au sang, dit Henri en montrant Paquita. Elle était aussi peu coupable qu'il est possible, répondit Margarita Eupheminia Porra Beryl, qui se jeta sur le corps de Paquita en poussant un cri de désespoir. Oh pauvre fille, oh, je voudrais te ranimer. J'ai eu tort, pardonne-moi, Paquita. Tu es morte, et je vis, moi. Je suis la plus malheureuse. En ce moment apparut l'horrible figure de la mère de Paquita. Tu vas me dire que tu ne l'avais pas vendue pour que je la tuasse, s'écria la marquise. Je sais pourquoi. Tu sors de ta tanière, je te la payerai 2 fois. Tais-toi. Elle alla prendre un sac d'or dans le meuble d'ébène et le jeta dédaigneusement aux pieds de cette vieille femme. Le son de l'or eut le pouvoir de dessiner un sourire sur l'immobile physionomie de la géorgienne. J'arrive à temps pour toi, ma sœur, dit Henri. La justice va te réclamer. Rien, répondit la marquise. Une seule personne ne pouvait demander compte de cette fille. Christemio est mort. Et cette mère, dit Henri en montrant la vieille, ne te rançonnerait-elle pas toujours? Elle est d'un pays où les femmes ne sont pas des êtres, mais des choses dont on fait ce qu'on veut, que l'on vend, que l'on achète, que l'on tue. Enfin, dont on se sert pour ses caprices, comme vous vous servez ici de vos meubles. D'ailleurs, elle a une passion qui fait capituler toutes les autres et qui aurait anéanti son amour maternel si elle avait aimé sa fille. Une passion, laquelle, dit vivement Henri en interrompant sa sœur.
Le jeu, dont Dieu te garde, répondit la marquise. Mais par qui vas-tu te faire aider, dit Henri en montrant la fille aux yeux d'or, pour enlever les traces de cette fantaisie que la justice ne te passerait pas? J'ai sa mère, répondit la marquise en montrant la vieille géorgienne, à qui elle fit signe de rester. Nous nous reverrons, dit Henri, qui songeait à l'inquiétude de ses amis et sentait la nécessité de partir. Non, mon frère, dit-elle, nous ne nous reverrons jamais. Je retourne en Espagne pour m'aller mettre au couvent de los Dolores. Tu es encore trop jeune, trop belle, dit Henri, en la prenant dans ses bras et lui donnant un baiser. Adieu, dit-elle, rien ne console d'avoir perdu ce qui nous a paru l'être infini. 8 jours après, Paul de Manerville rencontra de Marsay aux Tuileries, sur les terrasses des Feuillants. Eh bien, qu'est donc devenue notre belle fille aux yeux d'or, grand scélérat? Elle est morte. De quoi? De la poitrine. Fin de la section 15. Fin de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac.